Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. La médiation et l'arbitrage sont entre autres formes de règlement pacifique des conflits. La communauté internationale exhorte depuis 2005 à privilégier ces modes de gestion des différends. Ce 21 octobre, c'est la journée internationale pour la résolution des conflits. Un fruit de l'arbre, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Son auteur, Sira Yvette Kpadonou Seke, c'est un livre autobiographique qui se veut une thérapie pour les familles. Les détails sont à suivre. Le harcèlement sexuel constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité humaine. L'Institut national de la femme veut identifier et réduire les risques liés au harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre, une date que la communauté internationale a choisie pour marquer un arrêt chaque année afin de se concentrer sur la résolution des conflits. Depuis 2005, le troisième jeudi du mois d'octobre est consacré à la promotion du concept de la résolution des conflits. Pour le développement durable, le règlement pacifique des différends dans le contexte des relations internationales revêt une importance capitale. C'est ce que nous dit Rodrigue Bababito dans cet élément que je vous invite à suivre. Pour le développement durable à l'horizon 2030, l'objectif numéro 16 des ODD est de promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Un objectif qui appelle les États membres à promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples. Depuis des années, les régions les plus touchées par les conflits armés sont l'Afrique et le Moyen-Orient. Quelle que soit leur nature et leur intensité, les conflits armés entraînent partout des violences. De la République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l'Irak, en passant par Gaza, les civils sont les premières victimes des combats. En cas de désaccord, plusieurs solutions sont possibles et font appel ou non à des tiers. On peut citer par exemple la négociation, la médiation, la conciliation, l'expertise amiable, l'arbitrage et l'instance judiciaire. Si l'ordre mondial veut proscrire la violence, il doit offrir aux États des moyens non violents pour régler leurs litiges. La Journée mondiale pour la résolution des conflits veut mettre en lumière les modes pacifiques de résolution des conflits. Les trois méthodes les plus couramment utilisées pour régler un conflit sans avoir recours aux tribunaux sont la négociation, la médiation, l'arbitrage. Les tensions régionales non résolues, l'effondrement de l'état de droit, l'absence d'institutions étatiques, les activités lucratives illicites et la pénurie des ressources aggravées par les changements climatiques sont les principales causes des conflits dans le monde. Les conflits violents tuent de plusieurs manières. Les combats font des victimes parmi les civils et les militaires, les maladies sont plus fréquentes et la criminalité violente s'accroît. Les guerres entraînent des migrations massives. Les conflits ont aussi des conséquences économiques. La Charte des Nations Unies indique que l'ONU est fondée pour sauver les générations futures du fléau de la guerre. Malheureusement, plus de 250 conflits armés sont enregistrés depuis la signature de la Charte en 1946. Allons à présent à la découverte d'un fruit de l'arbre. Loin des espaces verts, il s'agit d'un nouvel ouvrage qui vient enrichir l'univers littéraire et livresque du Bénin. Un fruit de l'arbre, c'est le titre de cet ouvrage autobiographique écrit par Sira Yvette Kpadonou Seke, un livre qui raconte le parcours de l'auteur et se veut une thérapie pour les familles. Un fruit de l'arbre, une équipe de notre rédaction y a goûté et elle nous livre ici la saveur à travers cet élément. Un mélange de mots et d'images pour partager l'exaltation d'une fille à son père, son astre lumineux. Cet opus aura mis 18 ans pour être pondu. Tout a commencé en 2003 avec quelques mots inspirés par une douleur. Je peux vous rassurer qu'au départ, ce n'était pas un livre que j'écrivais, c'était juste une thérapie par l'écriture. Je voudrais juste accoucher ma douleur sur un papier. Et donc, c'est la perte de mon papa qui m'a poussé à commencer à poser les premières lignes de cet ouvrage, Un fruit de l'âme, qui est juste une ode au père, valoriser ou rehausser l'image paternelle, une ode à la mère, une ode à la famille. Une célébration de la famille contenue dans 9 chapitres.
9 parties qui couvrent le segment de la vie de l'auteur depuis sa naissance en 1977 au décès de son père en 2003. L'ouvrage dépeint l'importance de l'amour d'un parent dans la construction de la personnalité de l'enfant. Et donc ce livre est une invite à tous les lecteurs à vraiment laisser de côté ce côté obscur que nous développons dans nos familles qui amène vraiment, qui fait passer de l'amour à la haine viscérale. Nous devons vraiment nous aimer et peu importe les événements dans nos familles, nous devons nous rendre compte que ce sont de ces événements douloureux que nous devons puiser nos forces pour tenir debout et pour porter un bon témoignage à nos familles et toutes les familles du monde. Est-ce que sans oxygène on peut vivre ? Si vous pouvez vivre sans oxygène, vous pouvez vivre sans amour. À peine voit-il le jour que cette célébration de l'amour et des valeurs familiales est aussitôt admirée de plusieurs. Bien qu'il y ait des coups bas, la famille est quelque chose d'important. Pour nous les musulmans, on dit de ne jamais détruire les liens familiaux. Je dis, ce n'est pas seulement un fruit dans l'arbre, mais c'est un bon et un beau fruit de l'arbre. La leçon à tirer ici pour la jeunesse, c'est que rien n'est facile, mais à force de travail, à force de courage et de persévérance, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Et grâce à l'amour, je pense qu'on peut, un temps soit peu, trouver des raisons de se battre pour continuer à trouver du sens à cette vie, à ce monde qui est devenu très dur et très concurrentiel. Par ce premier ouvrage de ses mains, Sira Seke veut marquer ainsi le début d'une aventure dans l'univers livresque. Plusieurs autres ouvrages vont voir le jour, toujours avec pour mot-clé l'amour. La lutte contre l'exploitation, les abus sexuels et contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, une priorité absolue pour l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Cette structure publique entend s'investir fortement contre toutes les formes de violence basées sur le genre, notamment contre le harcèlement sexuel. Contre le harcèlement sexuel dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Huguette Bokpe-Nyankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, nous édifie à travers cet élément. On l'écoute. La question du harcèlement sexuel n'est pas une question régionale, elle n'est pas une question géographique. Elle est vraiment une question sociale, si je peux ainsi dire. C'est une question sociale liée aussi aux stéréotypes, aux idées que l'on se fait de ce que, il n'y a pas d'égalité en tant que telle entre un homme et une femme. Dites-vous bien que s'il y a un poste à trouver quelque part, surtout particulièrement en zone rurale, où donc les administrations, les entreprises ne sont pas nombreuses, vous vous imaginez bien que quand l'une de ces entreprises est installée et que tout le monde court pour y trouver du travail, je vous laisse imaginer ce à quoi les jeunes femmes elles peuvent être confrontées. Déjà, en milieu urbain, ça se dit presque pas, ça se dit très très peu. Alors, à plus forte raison en zone rurale, on n'en entend pas parler, mais ça existe même abondamment. L'Institut a bel et bien l'intention de procéder à un état des lieux, où nous allons voir quelle est la prévalence de tel et tel phénomène lié au sexe sur toute l'étendue du territoire. Il y a des études qui ont été faites, il faut les compléter, on va les faire. Certainement qu'en milieu rural, on va trouver peut-être des environnements favorables au harcèlement sexuel qui sont peut-être différents des environnements favorables en milieu urbain. On va peut-être trouver même des causes aggravantes, mais il faut faire une cartographie de ce phénomène jusque dans les zones rurales pour pouvoir accorder une protection égale aux femmes rurales que celle qu'on apporte aujourd'hui aux femmes urbaines. Nos lois sont des lois nationales et c'est notre devoir d'aller informer, y compris dans les zones rurales, que tel comportement est répréhensible. À l'instant, Huguette Bokpe-Nyankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme.
une récente mise à niveau du Fonds monétaire international FMI sur les réponses budgétaires des gouvernements du monde face au Covid-19 confirme que les ménages et les entreprises des pays d'Afrique subsaharienne à moyen et faible revenu ont reçu peu d'appui face à la pandémie de coronavirus. Malgré ce faible appui budgétaire, leurs économies sont de nouveau au rendez-vous de la croissance en 2021. Le FMI prévoit un rebond de 3,7% du produit intérieur brut. Dans la suite de cette édition, Émile Azokota nous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Voici Écho Inter de ce jeudi. Réduit de moitié l'usage de pesticides de 20%, celui des engrais est baissé de 50%, les antibiotiques pour les animaux d'élevage. Voilà quelques-uns des objectifs de la stratégie agricole européenne de la ferme de la Fourchette, validée par le Parlement européen ce mercredi. Elle vise à augmenter la part de terres cultivées en agriculture biologique et lutter contre le gaspillage alimentaire. Mieux soigner les enfants atteints du sida en Afrique avec les médicaments de dernière génération, adaptés à leur âge et à coût réduit. C'est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé OMS, avec la livraison cette semaine dans 6 pays du continent de la première formulation générique pédiatrique du dolutegravir, un médicament que l'on administre désormais en première intention contre le sida. Cette livraison a été coordonnée par United, un partenaire hébergé par l'Organisation mondiale de la santé et qui s'emploie à généraliser l'accès aux soins contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres. Santé toujours, pionnier en matière de vaccination contre le Covid-19, Israël est en train de surmonter la 4e vague sans avoir eu recours au confinement. La situation épidémique dans le pays est en nette amélioration. Et pourtant, l'été dernier, les autorités sanitaires redoutaient le pire. Bien qu'une très large partie de la population soit vaccinée contre le Covid-19, la propagation du variant Delta explose et inquiète. Mais malgré les risques sanitaires, le nouveau gouvernement israélien promet de ne pas paralyser le pays avec un nouveau confinement qui mettrait en péril l'économie. Une stratégie est mise en place. Triple vaccination et dépistage sont déployés à grande échelle. Réchauffement climatique pour finir, l'ONU sonne l'alerte sur la production d'énergie fossile. À 2 semaines de la COP26, les prévisions de production d'énergie fossile restent incompatibles avec l'objectif fixé de limiter à 1,5 degré Celsius la hausse des températures. Les Nations Unies préviennent aussi que le réchauffement climatique pourrait affecter jusqu'à 118 millions d'Africains d'ici 2030. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudrait baisser fortement la production mondiale d'énergie fossile pour espérer atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique fixé en 2015 par l'accord de Paris. C'est ici que se referme cette édition d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.